Nous allons entamer ce débat qui s'appelle débat numéro 2 dans votre programme concernant les méthodes pédagogiques dans le cadre de l'enseignement des soins d'urgence, avec volontairement, on va dire, une proposition un peu clivante, mais c'était peut-être pour attiser un petit peu l'appétit de tout le monde, entre les formes de pédagogie démonstrative et des pédagogies plus dites de découverte. Alors, avant de passer la parole aux auditeurs, puisque c'est aux intervenants, on m'a demandé tout de même de présenter un petit peu le contexte de cette intervention, de ce débat. Contexte que je vais essayer de présenter le plus simplement. Je ne suis pas pédagogue de formation. Par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure et par rapport aux intervenants, je suis à un niveau très très inférieur. Donc il m'a fallu un peu réviser mes classiques pour essayer d'animer de façon la plus pertinente. Donc, la première question qu'on s'est posée quand on a organisé ce colloque, c'est bien sûr de choisir des sujets. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi ce thème? Eh bien, parce que fondamentalement, nous avions besoin de répondre à deux questions très pragmatiques, qui sont l'adaptation des pratiques et l'interrogation des formateurs. Adaptation des pratiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a longtemps travaillé sur des pratiques habillées du mot pédagogique, pas forcément très pédagogique pour les puristes. Notamment au niveau du CESU 67, nous avions exigé, il y a 15 ans, que tous nos formateurs soient formés au brevet national de moniteur de premier secours. L'objectif étant d'acquérir un socle pédagogique minimal commun adapté à l'enseignement des soins d'urgence. Et puis, bien sûr, est apparue la FGSU. Bien sûr, les formations se sont développées, les publics se sont diversifiés, les exigences se sont accentuées et il a bien fallu réfléchir à intégrer, on va dire, des méthodes pédagogiques en adéquation avec les théories de l'apprentissage, dont M. Tardif est un des brillants représentants, des théories de l'apprentissage actuelles. Donc c'était la première interrogation. La deuxième interrogation, c'est celle des formateurs. Oui, c'est très gentil, vous êtes très sympathique. Vous nous demandez d'intégrer des méthodes pédagogiques, elles ne sont pas faciles, elles sont exigeantes, elles sont compliquées, elles ne sont pas toujours très naturelles. Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir dans cette formation personnelle que vous nous demandez, alors que nous sommes des professionnels de l'urgence et que finalement tout allait pas si mal que ça? Donc il faut aussi qu'on puisse argumenter par rapport à des formations de formateurs la nécessité d'introduire des méthodes toujours en adéquation avec les connaissances actuelles. Un deuxième point qui est important dans ce sujet, c'est que les formations à l'urgence mettent à l'épreuve les méthodes pédagogiques. C'est presque un stress test des méthodes pédagogiques. Alors, pour, globalement, on va dire, 3 raisons. Le public. Le public, vous le savez, ce sont des professionnels qui ont une expérience, qui ont un vécu, qui ont des pratiques souvent validées par l'habitude, pas toujours validées par des références scientifiques absolues, souvent validées par l'habitude, dont ce n'est pas forcément le cœur de métier. Quelle est la similitude entre une infirmière de service d'urgence et une infirmière de soins, on va dire, plus classiques, et qui ont souvent, et ça c'est systématiquement relevé en début de formation, qui ont un vécu personnel pas toujours facile de l'urgence, souvent en raison de la rareté, pas toujours facile, et qui est en début de formation source d'inquiétude, voire parfois de véritable angoisse, et parfois de rejet. Deuxième aspect, c'est le contexte. Le contexte de l'urgence, il est éminemment variable, éminemment incertain. Il va mobiliser les capacités d'adaptation et de décision dans un environnement, on va dire, flou. Ce sont des événements plus ou moins fréquents qui vont poser la question du maintien des compétences. Et ce sont aussi des événements qui vont survenir hors du cadre professionnel. Et tout soignant est amené à intervenir hors du cadre professionnel. Et combien de fois ça observe-t-on, notamment dans un centre 15, lors d'un appel d'un professionnel de santé qui n'est plus dans son environnement classique, combien de fois observe-t-on une rupture et une perte des repères habituels? Et puis le mimétisme. Alors le mimétisme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'on voit souvent, et ça c'est presque au niveau individuel du formateur, on voit souvent des attitudes de formateurs qui vont transposer, on va dire, l'imagerie de l'urgence dans leur méthode pédagogique. Ou qu'observe-t-on? L'erreur devient une faute, les automatismes sont la règle,
Et la rapidité est un gage d'égalité. Et toute la formation s'établit sur ces trois principes, et vous comprendrez rapidement que nous ne sommes plus en adéquation avec les recommandations actuelles. Et globalement, ce qu'on espère à l'issue d'une formation à l'urgence, c'est que le formé, l'apprenant, on va dire, soit capable de restituer en situation ce qu'il a appris. C'est notre challenge. Alors, est-ce que les théories de l'apprentissage nous aident? Donc, on les a appelées à la rescousse. Donc, il y en a des très anciennes, le comportementalisme. On va rapidement passer là-dessus, puisque dans le domaine du soin et de la santé, il a un intérêt extrêmement limité, sauf pour des tâches très répétitives, mais dans le cadre exact des modalités d'apprentissage. Donc, on peut passer là-dessus. Les plus actuels, donc vous pouvez les voir là-dessus, cognitivisme, constructivisme et leurs dérivés sociaux, c'est-à-dire qui intègrent l'environnement dans la méthode. Globalement, quels sont les points qu'on retrouve? Quels que soient ces courants, on va retrouver certains points permanents et qui vont former une sorte de grille de lecture par rapport à ce qui peut être proposé en méthode pédagogique, qui ne sont que la déclinaison pratique de ces théories. Globalement, on sait que les connaissances se construisent. Elles sont construites par l'apprenant, elles ne sont pas transmises par l'enseignant. On ne peut pas plaquer un savoir, qu'il soit un savoir, une connaissance pure, un savoir-faire. On ne plaque pas une connaissance sur un individu qui n'est pas une page blanche vierge. On sait aussi que les représentations antérieures sont un élément à la fois positif, c'est l'ancrage, c'est le référentiel à partir duquel l'apprenant va de proche en proche, on va dire, étoffer son réseau de réflexion, mais c'est aussi, et combien de fois on le découvre dans les formations, c'est aussi un facteur de frein, c'est un frein, par des représentations issues et validées par l'expérience et dont on sait qu'elles sont ancrées très profondément dans le comportement et l'attitude de la personne. Et combien de fois on voit des gens qui, en formation, vont peut-être exécuter ce qui fait plaisir aux formateurs, mais une fois sortis du cadre, vont reproduire le schéma qu'ils connaissent habituellement. Et on a parlé tout à l'heure de décontextualisation, on en reviendra, mais il y a un principe aussi, c'est de déconstruire ces apprentissages et ces représentations antérieures. Troisième aspect, c'est faciliter le transfert des apprentissages. On a dit tout à l'heure, on a parlé de source et cible, et ben on est dans la source, on forme dans la source et ça doit être exécuté dans la cible. On a parlé des connaissances conditionnelles, donc je ne reviens pas là-dessus, et c'est elles qui font toute la richesse dans les prises en charge, c'est elles qui vont aider à la décision, c'est elles qui vont aider au choix. Et on a parlé aussi tout à l'heure, M. Tardif a parlé, donc je n'insiste pas, sur le principe de décontextualisation, contextualisation, recontextualisation, dont l'objectif a été clairement évoqué tout à l'heure en fin de séance, c'est donner, par la richesse des situations de contextualisation, par leur répétition, de passer, on va dire, d'une observation particulière à une généralisation, retenir le principe fondamental pour être capable de le restituer ensuite dans des situations spécifiques. Les interactions sociales, les grands courants de pédagogie nous apprennent qu'on apprend souvent autant de ses pairs que de ses formateurs. Et là, c'est vrai que pour le formateur, c'est quelque chose d'extrêmement important, et il doit avoir un souci permanent de favoriser ces interactions dans le groupe. C'est un médiateur, c'est un négociateur, c'est celui qui favorise la discussion, c'est celui qui facilite la critique, positive évidemment, et c'est celui qui va faire que les liens se forment. L'observation des autres me permet de comprendre mes propres fonctionnements. Autre point, c'est l'erreur. L'erreur est considérée dans les courants d'apprentissage et la pédagogie actuelle comme un révélateur, n'est pas une faute. Et on sait que son analyse va être très importante, en tout cas repérer quels sont les registres à l'origine de l'erreur. Est-ce qu'on est dans la connaissance ou est-ce qu'on est dans des choses beaucoup plus sophistiquées, dans le raisonnement? Et donc il faudra adopter la stratégie de correction adaptée à l'origine de cette erreur. La métacognition, c'est-à-dire la capacité à apprendre soi-même, la capacité à connaître ses principes de fonctionnement cognitif et ses raisonnements, c'est un intérêt très immédiat dans une formation. Comprendre ce que je fais,
c'est tout de même très important, ça me permet de corriger mes erreurs, déjà spontanément, et c'est aussi un facteur d'évolution continue. Pour finir, le triangle didactique, c'est aussi une façon très synthétique, on va dire, de poser ces problématiques de méthode pédagogique. Le triangle didactique entre les trois composantes qui sont l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Et finalement, quelle place les méthodes ou la méthode choisie accorde-t-elle à ces trois pôles? Et quel lien, comment établit-elle des liens entre l'enseignant, l'apprenant et le savoir? Donc globalement, pour revenir à notre débat, résumons ça à deux méthodes pédagogiques dominantes, on va dire, des méthodes démonstratives où on a un apprenant qui est confronté à l'exposition, à la démonstration d'une démarche systématique d'évaluation et de prise en charge du patient et qui doit la reproduire. Et des méthodes dites de découverte où sont posées des situations problèmes autour de lesquelles vont s'établir une analyse, une discussion, des propositions, des confrontations, des oppositions, pourquoi pas. Le but étant progressivement, par essai, par erreur, eh bien, d'arriver au résultat attendu. Donc l'objet de notre débat, quelle méthode privilégier? On verra hein, si on arrive. Hein. Les intervenants. Alors nous avons du beau monde. Nous avons du beau monde, n'hésitons pas à le dire, des gens de grande qualité. Donc nous avons au bout de table Madame Claire Cam, donc, qui est médecin urgentiste au CHU de Strasbourg, qui travaille donc dans les services d'urgence du CHU, qui a aussi une activité au niveau du SAMU et du SMUR de Strasbourg. Vous voyez dans ses titres qu'elle est titulaire d'un instructorat de générique course de l'ERC, qu'elle a beaucoup œuvré dans les programmes d'Advanced Life Support et de réanimation néonatale avancée, c'est ça. Alors le NLS, j'ai jamais trouvé ce que c'était. Oui, bon. Mais j'ai jamais vu la différence entre le NLS et le RAMP. C'est réanimation oui, oui. C'est juste une journée que sur la néonatale. D'accord, d'accord. Et donc qui a mis en place une formation de type ALS pour les personnels des services d'urgence des US. Nous avons M. Pierre Mols. Donc, on vous parlait tout à l'heure des Canadiens, des Suisses. Eh bien, nous avons un Belge. Nous avons un Belge, M. Permols, qui est chef de service du CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Vous voyez aussi président du master complémentaire de médecine aiguë, vice-président du conseil d'aide médicale urgente de Bruxelles-Capitale, qui est ancien président du Belgian Resuscitation Council. Quand je vous disais du beau monde, j'avais raison. Et on continue dans le beau monde, puisque nous avons Madame le docteur Christine Amirati, donc, que tout le monde a beaucoup entendu tout à l'heure, un peu. Donc, qui est médecin anesthésiste au SAMU CESU 80, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui est co-chef de pôle anesthésie, réanimation, médecine d'urgence au CHU d'Amiens, qui est responsable du département de pédagogie de la faculté de médecine d'Amiens, qui est secrétaire général de l'ANSESU, qui est membre de la commission des formations aux soins d'urgence, à la gestion des crises sanitaires. C'est à ça qu'on reconnaît qu'on n'est plus très loin de la retraite. C'est ce qu'on n'est pas en train de se dire. On se dirait au Mexique. Non. Bon, et nous avons le docteur Pierre Paulès, donc, qui est médecin urgentiste au SAMU CESU 73, qui est titulaire d'un DU... On n'a pas encore réunifié les savoirs, ça ne saurait tarder. Alors ça, mes sources m'ont trompé, donc elles seront sanctionnées, bien sûr. Donc titulaire d'un DU de pédagogie médicale, DEA de management des structures sanitaires et sociales, maîtrise droit public, master en ingénierie de la formation et représentant au Conseil de l'ordre des médecins. Donc autant vous dire qu'on a à la fois des compétences cliniques et des compétences pédagogiques et de formateurs très importantes autour de cette table. Et donc maintenant, je vais laisser la parole